BDO. T'es obligé d'être global dans ta stratégie, sinon ton offre de service, ça prend pas. Je parle énormément aux clients. Moi, je suis un CEO, je suis constamment avec mes clients au téléphone. Si t'as pas de stress, c'est que tu te rends pas compte de l'enjeu. Le Covid, tout à l'heure, j'en parlais, ça a été évidemment un coup de massue pour nous au moment du confinement. Et par contre, au moment du déconfinement, pour nous, ça a été un accélérateur business énorme. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Braconnier, CEO et fondateur de Delt, une solution d'accompagnement des retailers et e-commerçants dans la transformation de leur modèle de vendeur de produits à vendeur de solutions. Fondée en 2016 sous le nom de Mon Super Voisin, la société a réalisé un pivot majeur en 2020 pour devenir Delt et ainsi accompagner les retailers dans le développement et la gestion de leur offre de services. Michael a été reconnu par Forbes dans le classement 30 Under 30 en 2021 pour son travail avec Mon Super Voisin. Sous sa direction, Delt a su évoluer et s'adapter aux besoins changeants du marché, passant d'une plateforme de services entre particuliers à une solution dédiée aux professionnels. En juin 2024, Delt a levé 6 millions d'euros pour accélérer son développement en France et en Europe, affirmant ainsi sa position sur le marché des services additionnels pour le retail. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Michael. Salut Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler de tes origines, d'où tu viens ? Écoute, d'où je viens de l'Ouest parisien, du 78, plus précisément à Houdan. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 12-13 ans, où ensuite je suis parti à Évreux, parce que je suis rentré en centre de formation de basket. Donc j'ai joué en championnat de France jeune. Ensuite je suis parti à Vichy, en centre de formation Pro A. Je me doutais que c'était soit du volley, soit du basket. Ouais, c'est rare que j'ai des invités plus grands que moi, mais là... Ouais, effectivement, je ne le vois pas dans le podcast, mais je mesure 2 m 03, et donc... Effectivement, j'ai un parcours étant jeune de basketteur semi-professionnel jusqu'à Espoir Pro A. Et ensuite, j'ai stoppé parce que c'est pas la voie finalement dans laquelle je souhaitais me diriger. C'est intéressant ça. Ouais, parce que globalement, j'avais pas le niveau pour devenir un grand joueur de basket. Et en fait, c'était plutôt une carrière... on va dire en demi-teinte qui m'attendait, et donc j'ai préféré bifurquer. Mais par contre, cette expertise, cette expérience plutôt dans le basket, m'a appris beaucoup sur la résilience, le fait d'aimer l'effort, et surtout en fait, d'observer une progression qui peut être fulgurante quand on met l'investissement nécessaire. Parce que j'ai commencé assez tardivement finalement le basket. J'ai commencé à 13 ans, donc j'étais pas... prédisposé à jouer au basket finalement par ma jeunesse, que je n'étais pas du tout sportif. J'avais la taille, mais j'étais pas du tout athlétique. Et donc c'est assez tardivement que je m'y suis mis, mais très rapidement j'ai pu jouer en championnat de France et jusqu'à être champion de France universitaire. Mais j'ai décidé d'arrêter et de me reconcentrer sur les études au moment du passage justement aux études supérieures. Là, tu as l'air d'avoir, entre guillemets, admis le fait quand tu dis j'aurais pas eu une super carrière. Enfin, c'est avec le recul, ça ? Ou réellement, à l'époque, tu t'es dit... Non, sincèrement. En fait, il y a aussi un switch. Moi, quand j'étais à Évreux, on jouait à haut niveau, on jouait en championnat de France minime, cadet, etc. Sauf que c'était un club très familial. Donc les familles étaient présentes, tout le monde s'appréciait, on avait un vrai esprit d'équipe. Et moi, c'est ce que j'appréciais dans le sport co, c'était cet esprit vraiment de collectif qui me plaisait beaucoup. On gagne et on perd ensemble, et ça, c'est ce qui m'animait. Et quand je suis parti à Vichy, là, pour le coup, il y avait vraiment toutes les nationalités qui étaient présentes, des gens qui venaient de loin et qui, clairement... si le basket ça réussissait pas pour eux, c'était globalement très compliqué par la suite. Et là, il n'y avait plus du tout cet esprit d'équipe. C'était chacun pour soi. Si je peux te casser les dents à l'entraînement, je le fais pour pas que tu joues le week-end. Et ça m'est arrivé, on m'a pété 3 fois les dents lors d'entraînement. Donc après, je jouais avec un protège-dents. Et quand tu étais blessé, c'était tes partenaires du même poste étaient ravis que tu sois blessé, quoi. Donc état d'esprit totalement différent, ça m'a pas du tout plu. J'ai plus du tout retrouvé en fait ce que j'avais aimé en commençant ce sport. Et donc en fait plus le niveau en fait où je commençais à stagner.
à Vichy. Et donc j'ai décidé de retourner à Évreux. Et en prenant cette décision, je savais que je tirais un trait sur une carrière potentielle. Et donc voilà, je suis retourné là où je me sentais bien. Et j'ai fini, voilà, après j'ai joué à Charenton. Et en championnat universitaire, et j'ai fini sur le champion de France universitaire, donc c'était une belle fin. Mais je joue encore aujourd'hui d'ailleurs, maintenant même en départ à Paris avec des amis, on s'éclate. Et moi c'est ça l'essence même du sport, c'est aussi de prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà. Tu t'arrêtes, tu te refocalises sur tes études. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que moi de base j'ai jamais été un très bon élève, donc j'étais pas très scolaire. Et donc très vite, je me suis dit, il faut que je rentre dans le monde du travail le plus rapidement possible. Mais en même temps, mes parents me poussaient quand même à continuer mes études. Et donc l'alternance, c'était le meilleur choix. Donc très rapidement, j'ai fait un BTS parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire après le basket. Donc j'ai fait un BTS en communication parce que je voulais faire du journalisme sportif. Donc c'était dans le sport. C'était dans le sport, donc c'était un peu une suite logique. Et globalement, au-delà du basket, j'aime tous les sports, j'aime le tennis, j'aime le foot. Globalement, je suis assez un sport addict maintenant. Et en fait, je voulais devenir journaliste sportif. Au final, BTS Com, et en BTS communication, je me trouve une passion pour le commerce. Et donc, je décide après de faire mon alternance et je travaille 1 an pour mon père en alternance qui est entrepreneur et qui avait une agence d'agencement de surface commerciale éphémère et durable. Donc c'était aussi bien des stands sur des salons professionnels. J'ai fait le stand de Activision par exemple sur le Paris Games Week, des stands de 600 mètres carrés qui accueillent des milliers de personnes en quelques jours avec des budgets importants, parce que c'est des budgets, on se rend pas compte, ça coûte plus cher qu'une maison un stand, hein. C'est des budgets à 300, 400, 500 000 euros. Et donc c'était des projets assez dingues et donc hyper intéressants. Et aussi je faisais de l'agencement de surface commerciale type agencement de bureaux, mais aussi de restaurants, de showrooms, de boutiques de vêtements, etc. Et donc assez jeune en fait, je dirigeais des projets assez importants. En tant que commercial, je faisais des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je me suis éclaté chez mon père jusqu'à un moment où j'ai voulu voler de mes propres ailes et je suis parti pour ma seconde année d'alternance dans une boîte qui s'appelle ProWebCE, donc qui est leader sur les solutions dédiées au comité d'entreprise. Et je suis arrivé en 2014 là-bas. Et là, c'était dingue. J'ai vécu l'hyper-croissance, mais vraiment... il y avait 30-40 personnes qui arrivaient chaque semaine. Enfin, c'était dingue. Et donc, on est passé de, en gros, 150 millions à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Et la boîte a été vendue après à Edenred en 2016. Et donc, j'ai connu les premières synergies commerciales qui se mettaient en place. Et c'était vraiment la scale-up dans toute sa splendeur, quoi. C'était hyper intéressant. Et malgré mon petit statut d'alternant où j'ai commencé comme SDR, où je prenais rendez-vous pour l'équipe commerciale, jusqu'à commercial terrain, j'étais après le meilleur commercial junior de l'entreprise. Et très rapidement, on m'a fait confiance dans cette entreprise. Je me suis vraiment épanoui totalement. Et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre aussi. C'est de connaître en fait cette finalité pour Patrice, Jérémy, Arnaud, enfin toute l'équipe dirigeante de ProWebCE, qui était une aventure de 17 ans, hein, donc c'est une super success story. Et en fait, de les voir accomplis, et c'était pas qu'une histoire d'argent, évidemment qu'ils ont très bien gagné sur cet exit, mais c'était l'accomplissement d'avoir réalisé une aventure exceptionnelle, humaine, parce que énormément de salariés de l'entreprise étaient là depuis 10 ans, ce qui est assez rare aujourd'hui. Et était très fier de travailler pour ProWebCE. Et moi, j'ai ressenti cette fierté, parce que moi-même, j'étais fier de bosser là-bas. Et je trouve que l'aventure collective humaine, d'ailleurs, que je retrouvais donc, dans le sport, et c'est ce qui m'animait dans le sport, je l'ai retrouvé chez ProWebCE avec une culture d'entreprise hyper bienveillante et en même temps hyper stimulante, parce qu'on avait des résultats dingues, et c'était quand même exigeant. Donc donc j'ai adoré cette aventure et c'est ce qui m'a fait faire le switch de l'entrepreneuriat. Tu n'avais pas voulu penser à l'entrepreneuriat avant? Alors mon père est entrepreneur, mais de l'ancienne génération. Lui, il avait une boîte d'une quinzaine de salariés. Et j'avais jamais pensé par le passé que j'allais être animé par l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est le sport, ProWebCE, enfin tout le vécu que j'ai pu avoir à cette période-là, qui m'a dit, mais en fait, c'est génial de vivre ce type d'aventure. Et moi, je l'ai fait au début pour justement
plus que pour craquer des problèmes, etc., plus pour l'aventure de construire, de build vraiment quelque chose en équipe et que ça devienne quelque chose d'hyper impactant. Donc après, évidemment, on recherche l'impact positif et que ça puisse avoir un impact vraiment positif aussi dans la vie des collaborateurs et des associés, et des personnes que je m'entoure. Et moi, maintenant, avec Delt, mon kiff, c'est de me dire potentiellement, les collaborateurs qu'on a eus, quand ils viennent chez nous et quand après ils partent, parce qu'évidemment, il y a toujours un début et une fin, ils se disent, Delt, c'était une aventure qui m'a vraiment apporté, personnellement, dans lequel je me suis accompli. Et quand je me retourne, je disais, c'était une belle aventure. Ça te motive, tu décides d'entreprendre. Tu avais déjà une idée? En fait, j'avais pas d'idée. Quand j'étais chez Prepse, j'arrivais à la fin de ma alternance, évidemment, Prepse me propose un CDI. Et à ce moment-là, j'ai pas d'idée précise de ce que je veux faire, mais je sais que je veux lancer un projet. Et avec mon meilleur ami Lucas, avec qui j'étais en sport-études basket à Évreux, on était dans la même famille d'accueil. Lui était chez EY à Paris à la Défense et accompagnait des startups, justement, il était sur le middle market. Donc il accompagnait pas mal de scale-up sur leurs besoins. Et j'avais mon frère, Sylvain, qui lui était à la BPI. Et qui accompagnait pour le coup lui des startups, pas des scale-up, mais vraiment des startups en phase d'amorçage. Et donc sur de la sub et du prêt d'amorçage. Et donc et moi j'étais dans une scale-up. Donc en fait on était tous les trois en 2016, enfin 2015 même à ce moment-là. On était vraiment dans les baignés dans l'environnement. Exactement, baignés dans un environnement qui commençait vraiment à prendre exactement. Et donc on analyse le marché, on voit plein de choses qui pop un peu partout. Et notamment à ce moment-là, il y avait un secteur qui était en train d'exploser, c'était l'économie collaborative. Le fameux ubérisation où en fait tous les secteurs commençaient à être ubérisés. Et donc évidemment avec Uber, mais il y avait aussi Airbnb sur le logement, il y avait Blablacar sur le covoit, il y avait Drivey à l'époque, avant que ça se fasse racheter par Gatorand, qui était sur la location de voitures. Il y avait aussi les co-stockages, etc., pour tout ce qui est espace de stockage partagé. Donc en fait, il y avait plein de secteurs qui commençaient à se faire ubériser, mais il n'y avait rien sur les services de manière très concrète. Il y avait Le Bon Coin, évidemment, qui proposait un peu de services, mais ce n'était pas le cœur de leur activité. Et nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur les services et de proposer une expérience qui soit beaucoup plus proche de ce qui existe à la Airbnb Uber à l'époque, avec du paiement sécurisé, avec de l'assurance, avec une réservation instantanée des services qui était une expérience bien meilleure que ce qu'on pouvait retrouver sur Le Bon Coin, sur de la petite annonce finalement un peu géolocalisée. Et donc apporter les best practices de ces gros acteurs sur le secteur des services. Et donc on s'est dit que les services entre voisins, c'était le bon moyen finalement d'aller un peu bousculer le secteur des services à la personne en donnant un accès beaucoup plus simple aux services, notamment les services un peu à la demande. Et donc c'est de là que vient l'idée de mon super voisin, l'idée de faire appel à son voisinage pour un peu tous les besoins du quotidien. Donc c'était du bricolage, du jardinage, des tâches ménagères, garde d'enfants, garde d'animaux, etc. Mais ça s'est pas passé exactement comme on aurait aimé que ça se passe. Tu as vraiment essayé de chercher un secteur dans lequel tu pouvais aller appliquer ça? Ouais, c'était réfléchi. Ouais, c'était exactement ça. C'était de se dire aujourd'hui, c'est un secteur forcément qui me parlait. Moi, j'étais à l'époque jeune actif, donc Airbnb, Blablacar, tous ces services-là, Drivey, j'étais client et donc je trouvais les expériences top. Mais sur le service, où en fait, moi, je commençais à avoir un peu de pouvoir d'achat et à me dire, j'ai besoin potentiellement d'une aide ménagère, j'ai besoin de garder mes animaux, j'ai besoin je suis pas bricoleur, j'ai besoin qu'on m'aide sur du petit bricolage. Je me disais, mais là-dessus, il n'y a rien. Et donc, en fait, il n'y avait rien qui, en tout cas, qui était satisfaisant en termes d'expérience. Et donc, je me suis dit, en parlant avec mes associés aujourd'hui, Lucas, Axel et Sylvain, je me suis dit, mais là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire. Il n'y a rien qui existe. Et donc, c'est là où on se dit, on creuse. Et en creusant, on se dit effectivement, il y a un potentiel de marché parce que les services sont en croissance chaque année. Et donc clairement, s'il y a un acteur aujourd'hui qui arrive à finalement proposer une alternative entre particuliers qui est plus attractive, une solution digitale avec la simplicité une expérience, ça pourrait marcher. Mais alors tu disais finalement ça s'est pas passé comme prévu? Non, ça s'est pas passé comme prévu parce que déjà on était first time founder, donc forcément quand tu montes ta première boîte, tu as 22 ans, tu n'as jamais eu d'aventure entrepreneuriale, une carrière finalement, une expérience pro assez sommaire. Et en fait on a fait toutes les erreurs que peuvent faire des first time founders sur leur première boîte, où en fait on a mis trop de temps à développer un produit, on voulait que le produit soit parfait, on était obnubilés justement parce que faisaient les gros acteurs du marché. C'est-à-dire avoir l'assurance, le paiement en ligne, avoir un système de matching qui soit hyper performant et avoir surtout des apps. C'était le gros moment des apps mobiles. Tout le monde avait une app, c'est ce qui crée de la rétention, de l'usage, etc.
Et donc, on est parti sur faire une app. Et quand je ne savais pas comment on faisait une app à l'époque. Et donc, quand on s'est renseigné sur comment on crée une application mobile, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs possibilités de faire de la web app, de l'hybride, du natif. Et donc, en fait, on a décidé de faire un développement natif. C'est-à-dire que tu fais un développement spécifique iOS, spécifique Android. Donc à l'époque, sur Apple, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était du Swift sur Apple et du Java sur Android, du Kotlin. Et en fait, on n'avait pas de développeurs en fait, dans nos associés, dans mes cofondateurs. J'avais pas de développeurs, j'en connaissais pas. Et donc, on a cherché des développeurs, mais on avait peu de moyens. Évidemment, on avait pris une bourse à la BPI avec l'aide de mon frère qui était associé, qui du coup connaissait bien la BPI. On a fait des prêts bancaires, on a fait un crowdfunding, on avait 25 000 € de dons, mais voilà, on n'avait pas énormément de moyens. Et donc, on a pris des freelances pour le faire. Et ça a pris énormément de temps, jusqu'à trouver un moment notre CTO qui s'est associé avec nous et qui, du coup, nous a développé l'application iOS et ensuite l'application Android. Donc, ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de problématiques à développer ces produits et je le conseille à tous les entrepreneurs. Et de toute façon, on sait aujourd'hui que c'est clairement là où on peut se perdre. C'est de surtout aller le plus rapidement possible sur le marché. Et nous, au lieu de faire une application, exactement, au lieu de faire une application, on aurait dû faire un site très simple, tester l'accord feature qui était à l'époque nous le matching, d'être mis en relation avec le bon super voisin par rapport à ton besoin, à tes disponibilités, à ta géoloc, et vraiment se focaliser là-dessus et essayer de voir si il y avait du repeat, si ça fonctionnait. Et on aurait sorti une première version beaucoup plus rapidement. Alors ce qui était top, c'est quand on a sorti l'app le premier jour, donc c'est le 14 décembre 2017, on sort l'application sur l'Apple Store et moi j'avais échangé avec Apple France, qui sont pas très loin d'ici d'ailleurs, et en fait j'avais échangé avec eux pour leur présenter mon super voisin, et ils ont une grille éditoriale, donc c'est eux qui décident quelles applications ils mettent en avant sur l'App Store. Et ils avaient adoré mon super voisin, le concept, et donc le premier jour ils nous disent ils te disent pas qu'ils vont ce qu'on appelle feature, ils te disent ça nous intéresse, on vous tient au courant. Et sauf qu'en fait, le premier jour où on sort, on leur dit qu'on sort ce jour-là, on est en home de l'Apple Store pendant une semaine. Donc en fait, le jour où ça sort, on a un pic de téléchargement, mais énorme. On fait 150 downloads en une semaine. 150 000 downloads, pardon. Donc c'était énorme. Et donc là, évidemment, on pleure dans le bureau, on est ravis. Ouais, 1 an et demi de travail, on se dit c'est génial, ça y est, ça va cartonner, etc. Non, une semaine après, en fait, ça s'arrête, le tuyau est coupé. Et là, tu découvres ce que c'est vraiment de rentrer dans le dur. Et surtout, on n'avait pas de rétention. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie problématique de ces business-là, c'est le repeat. En fait, sur les plateformes comme Mon Super Voisin, tu as ce qu'on appelle du bypass. Donc en fait, quand tu trouves la bonne aide ménagère, le bon jardinier, le bon bricoleur, en fait, derrière, tu passes en direct et tu génères pas suffisamment de repeat pour rentabiliser ton CAC. Et donc en fait, nous, il fallait, pour qu'un client soit rentable, qu'il fasse 6-7 prestations dans l'année. Nous, on avait des concurrents comme Stouti à Le Voisin qui payaient 100 € pour qu'un client, pour acquérir un client. Donc en fait, et on prend 15% de marge, pas qu'on prenait 12% ou 15% de commission. Donc c'était juste intenable en termes de business. Et on va quand même essayer de lever des fonds. C'était donc en 2019 et on allait lever 800 000 € avec des business angels. Et au même moment, on allait avoir closer le tour. Et là, il y a le Stouti qui était l'acteur le mieux financé de notre marché, qui avait fait une série A de mémoire à 12-13 millions d'euros, qui se retrouve en cessation de paiement et qui se fait racheter à la barre 700 000 € par Cdiscount. Bon, là, ça a refroidi tout le monde. Patatras, effet de bord, notre levée de fonds est avortée. Et là, tu te retrouves vraiment dos au mur. C'est-à-dire que tu es quasi sûr que tu vas faire ta levée. Et pour nous, à l'époque, 700 000 €, moi j'étais au RSA, mon chômage était terminé, puis j'avais un chômage d'alternant, Lucas Sylvain pareil, moi j'étais en coloc avec Lucas, on payait plus notre loyer depuis 6 mois, ça devenait vraiment tendu, quoi. Et à ce moment-là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on continue ou est-ce que on arrête et on trouve un job et voilà, c'était une aventure et on passe à autre chose. Sauf que on décide de continuer et de se laisser encore un peu de temps. On n'avait pas beaucoup. Et donc là, on décide de pivoter, mais très vite. Très vite de pivoter et de trouver un business sur lequel on va pouvoir tout de suite gagner de l'argent et facturer des clients, donc évidemment B2B. Et si possible, se servir de ce qu'on avait construit un maximum. Parce que ce qui est très dur dans cette situation, c'est quand tu as passé 3 ans à développer un produit, 2 apps, on avait quand même 500 000 utilisateurs, on avait quand même fait beaucoup de choses sur ce projet, beaucoup de contenu, etc.
Et donc là, te dire du jour au lendemain, je mets tout à la poubelle, c'est très, très dur. C'est le truc le plus dur. Et parce que c'est vraiment c'est le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu as, c'est le temps, et c'est tout le temps que tu as investi dans ce projet que tu dois mettre à la poubelle. Donc c'est toujours un crève-cœur. Mais à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire. Et donc on décide, en fait, on analyse notre activité sur Mon Super Voisin. Et on se rend compte qu'on avait 2/3 en fait, des demandes de nos utilisateurs qui étaient des clients de grande enseigne et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc qui avaient acheté un meuble qui avait besoin de le faire monter, qui avaient acheté un robinet, besoin de l'installer, qui avaient acheté une télé, besoin de la fixer au mur, etc. Et on se dit, mais pourquoi ces gens-là viennent chez nous pour ce type de service? Et en fait, on se rend compte que les grands retailers français ne proposaient pas ce type de service, à part les gros, c'est-à-dire Fnac Darty, Boulanger, Leroy Merlin, mais ça s'arrêtait là. Et tous les autres acteurs ne proposaient pas ce type de service. Et donc là, on s'est dit, il y a une opportunité. Et donc là, on a fait tout l'inverse de Mon Super Voisin. On n'a absolument rien développé. On a fait une presse. On a été la présenter à l'époque à Leclerc, Monsieur Bricolage, Botanique, etc. Et on leur a dit, voilà, nous, on vous propose de vous accompagner sur le développement de votre offre de service à domicile en marque blanche et de venir vous accompagner sur tous les services autour de la livraison, de l'installation, de l'entretien ou de la réparation des produits qui sont achetés dans vos magasins ou e-commerce. Et là, tout de suite, ça leur plaît. Tout de suite, ils se disent, c'est top, l'effet marque blanche, ça leur plaît beaucoup. Et donc, voilà, vient l'idée de Delt et du pivot. Et en fait, assez rapidement, on développe en fait un Typeform, donc un questionnaire qu'on a mis dans les mains des magasins et qui leur permettait en fait en quelques clics de nous envoyer une prestation. Puis nous, derrière, ça tombait dans notre algorithme de matching. Et puis ça matchait avec des prestataires. Donc dans les prestataires qu'on avait à l'époque, dans la communauté de Mon Super Voisin, on a gardé que les pros. Parce qu'on voulait s'entourer exclusivement de professionnels pour avoir assuré une qualité de service qui soit vraiment optimale pour les clients de nos partenaires. Et on a été acquérir une autre... on a été compléter le réseau qu'on avait par d'autres professionnels, donc des artisans, des sociétés locales, etc., qu'on triait sur le volet et qui nous permettaient de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Et c'est comme ça qu'est né Delt, et on a réussi assez rapidement à facturer des gros coûts de licence récurrents sur des contrats pluriannuels, 1, 2, 3, 4 ans, à des gros retailers qui nous ont fait confiance assez vite pour les accompagner sur un sujet hyper touchy qui est quand même le post-achat, quoi, sur lequel tu peux pas te louper. Parce que si tu te loupes, tu dégrades tout le reste de l'expérience client. Si à la dernière étape du parcours, tu proposes un service médiocre, mais ça va influer le consommateur sur l'ensemble de son expérience d'achat. Donc tu peux pas être mauvais à cette étape-là. Et pourtant, on a réussi à ce qu'ils nous fassent confiance. Et là, boum, le Covid. Le Covid, confinement. Et là, tu te dis, c'est pas possible, je suis maudit. Ça va jamais y arriver. Ouais. Et avec ces premiers résultats, on va voir, on fait un deck. Et là, on décide d'aller voir des business angels. Et donc, je me suis dit, je vais pas aller voir des VC ou des BA tradis. Ceux que j'avais été voir en fait pour notre tour seed avorté, je vais aller voir des vrais experts du retail e-commerce, des gens qui connaissent ce milieu et qui vont avoir une sensibilité accrue à ce qu'on fait. Et donc j'ai été voir tous les gros CEO, DG ou niveau Comex en fait, qui ont un profil investisseur et qui seraient intéressés par notre projet. Et donc on a réussi à lever 1 million d'euros en seed avec des business angels. On a l'ancienne DG de Sephora, l'ancienne DG d'Etam, on a le DG e-commerce marketing de But, le président de Conforama, en fait plein de BA qui ont cru dans notre pivot, dans notre vision du retail e-commerce et qui nous ont fait confiance et qui ont jumpé dans l'aventure Delt. On avait gardé l'algo de matching, on y avait mis en front un Typeform, donc on avait cut les applications, parce qu'on ne pouvait pas mettre ça dans les mains des vendeurs en magasin ou en e-commerce. Donc on avait cuté ça. On avait aussi développé une API très rapide avec 4 calls API pour permettre de plugger en fait le service sur le site e-commerce de nos clients et leur permettre un ajout au panier du service, etc. Et ensuite, on avait gardé une petite partie de la communauté de prestataires, de super voisins, parce qu'il y avait aussi des pros. Et donc on a gardé que les pros et voilà, on a gardé ces deux aspects. Donc concrètement, Delt, si tu peux nous le pitcher. Ouais, bien sûr. Delt, en gros, donc on accompagne donc les retailers e-commerçants dans le développement de leur offre de service à domicile. Et on les accompagne sur 4 aspects. Le premier sont évidemment les services. Donc on a développé un catalogue de plus de 350 services
qui sont sur en gros 3 grandes thématiques. On va faire tout ce qui est installation des équipements de la maison. Donc ça va de choses très simples, installer un luminaire, une tringle à rideau, monter un meuble, à des choses plus complexes comme l'installation de cabines de douche, de ballons d'eau chaude, à des choses encore plus complexes comme l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur, de poêles à bois, etc. On est aussi sur une verticale autour du jardin, donc tout ce qui va être entretien, aménagement extérieur, tonte de pelouse, taillage de haies, plantation, rempotage, etc. Montage d'équipements extérieurs aussi, la pergola, le barbecue, le salon de jardin, ce type d'équipement. Et la troisième verticale, c'est plutôt tout ce qui touche au multimédia et à l'électroménager. Donc là, on est principalement sur l'installation, de la mise en service, du transfert de données ou de la réparation de smartphones, tablettes, ordinateurs, objets connectés. Et en fait, ces différents services, on les propose soit sur forfait, soit sur devis. Et donc nous, on va accompagner le retailer dans cette première étape à bien définir son catalogue de services, soit en adéquation avec son offre produit et son positionnement de marque. Donc tu as créé une plateforme. Et on a créé une plateforme, du coup, sur laquelle on a aussi donc, créé tout le réseau de prestataires. Donc on a plus de 10 000 aujourd'hui dans toute la France, qui sont des artisans, des sociétés locales ou régionales, qu'on trie sur le volet. On va vérifier leurs compétences, leur savoir-être et tous leurs documents administratifs qui sont nécessaires dans le cadre d'un schéma de sous-traitance. Et puis ensuite, on leur apporte effectivement tout l'asset techno. Donc ça, c'est le troisième aspect, c'est la partie donc, magasin, où là maintenant on a un vrai SaaS magasin, hein, je rassure nos clients, c'est plus un Typeform, où en fait on a plusieurs choses. La première partie, c'est de pouvoir réserver une prestation pour le compte d'un client. Donc je fais un exemple, tu vas chez Monsieur Bricolage, tu vas acheter un ballon d'eau chaude, tu veux te le faire livrer, installer. À ce moment-là, le vendeur va pouvoir t'encaisser directement au magasin ton produit et ton service. Derrière, va sur notre application pour nous transmettre les informations, comme quoi Arnaud a acheté un ballon d'eau chaude de marque Ariston, 65 litres, et souhaite se le faire livrer, installer à telle adresse. Et nous, on va faire matcher cette prestation avec un de nos prestataires, qui va ensuite prendre contact avec toi, réserver donc le créneau d'intervention, et qui va venir ensuite en magasin récupérer ta commande, te la livrer et te l'installer. Donc là, en l'occurrence, ce sera un plombier qui va venir en magasin te récupérer ta commande, te la livrer et te l'installer, pour avoir vraiment une expérience qui soit totale. Ouais, c'est génial. Clé en main. Et derrière, l'équipe en magasin a la possibilité de suivre tout le déroulé des interventions. Donc, il retrouve tous les statuts d'avancée en fait, des interventions en cours pour le magasin. Et ensuite, il retrouve aussi toute la data d'activité liée à leur offre de service. Donc, notamment le volume d'affaires généré, la marge dégagée, parce que nos partenaires prennent entre 15 et 20% de marge sur les services vendus. Et ils vont retrouver aussi les best-sellers en termes de vente de services, le classement des vendeurs au sein du magasin en termes de perf, de vente de services, le classement de leur magasin au sein du réseau. Voilà, toutes ces datas qui vont leur permettre de bien monitorer leur activité de vente de services. Et puis après, sur la partie e-commerce, on a l'API qui permet de plugger le service au niveau des fiches produits et paniers d'achat. Donc tu vas sur le site de Fnac, tu vas acheter une télé, tu veux la faire fixer au mur et configurer par un prestataire Fnac. Mais en fait, en one click, tu peux ajouter le service à ton panier, payer sur le site de Fnac, et Fnac nous envoie les informations du client. Et toi, tu gères. Et nous, on gère la derrière prestation. exactement la prestation. Et on a décliné ça en module Presta et Shopify. Et là, c'est encore plus simple. Tu installes le plugin sur ton site Shopify ou Presta, c'est installé, là ça s'affiche automatiquement sur tes fiches produits et tu as juste à faire dans ton back-office tes associations de produits-services, donc dire sur telle typologie de produit, je vais y associer tel service. Voilà. Et puis ensuite, le dernier aspect sur lequel on l'accompagne, mais qui est peut-être un des plus importants, c'est que, comme je te l'ai dit en intro, en fait, on a assez peu de clients qui en fait proposaient déjà du service. Donc souvent, on accompagne nos clients sur vraiment from scratch dans la création même de leur offre de service. Ils proposaient peut-être un peu de livraison, mais globalement, ça s'arrêtait là. Et on pourrait penser que c'est assez simple de proposer du service avec Delt. Je prends la solution, je la plug, et puis derrière, c'est réglé. En réalité, c'est un peu plus exigeant que ça, parce que si je prends un exemple des jardineries qu'on accompagne, Truffaut, Jardiland, Gamme Vert, Botanique, et globalement, historiquement, elles font quoi? Elles vendent des végétaux et des équipements extérieurs. Et à la limite, elles proposaient la livraison. Mais globalement, ça s'arrêtait là. Maintenant qu'elles ont Delt, elles peuvent évidemment toujours vendre des végétaux et des équipements extérieurs, mais elles peuvent les faire livrer, les faire installer, les faire planter ou rempoter. Mais elles peuvent proposer aussi de l'entretien du jardin annualisé, éligible au crédit d'impôt. Ouais, faire arroser. Exactement. Elles peuvent proposer même de l'agencement, de l'aménagement du jardin par un architecte paysagiste qui va faire un plan 3D du jardin et qui va faire le jardin en fonction du budget et des besoins du client. Elles peuvent proposer aussi du coaching jardin, s'ils ont envie de s'améliorer sur leurs compétences de jardinier amateur. Elles peuvent proposer aussi la création de carrés potagers, de bassins d'eau douce, etc. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on va venir complètement upgrader la proposition de valeur de l'enseigne. Et la faire passer en fait d'un simple vendeur de produits, tu le disais en intro, à un vendeur de solutions complets, et un peu devenir le one-stop shop autour du jardin. Et donc même demain, concurrencer des agences de proximité, type O2, Shiva, etc. Et donc vraiment
avoir un accompagnement global autour du jardin auprès de ses clients. Et donc nous, forcément, on doit travailler pour ça avec le COMEX. Ce n'est pas les équipes projet qui vont avoir les coups des franges pour changer la stratégie ou la proposition de valeur d'une enseigne. Donc nous, on est vraiment sur une stratégie top-down où en fait, on va vraiment aller chercher le COMEX, les DG d'entreprise, pour aller travailler avec eux leur stratégie au sens large, et notamment servicielle, pour derrière faire en sorte que cette stratégie soit bien appliquée dans toutes les strates de l'entreprise, jusqu'aux directions de magasins et aux vendeurs au magasin qu'on va accompagner sur le discours, sur l'utilisation de l'outil, même sur le plan d'incentive. Il y a des enseignes qui n'incentivaient pas leurs vendeurs et qui, depuis qu'ils ont Delt, incentivent leurs vendeurs. Donc on les accompagne vraiment en 360 pour faire en sorte que cette stratégie fonctionne. Parce que si tu te dis, et c'est comme les projets marketplace à l'époque, les marketplaces, si tu te dis je mets une marketplace que sur quelques catégories de produits, jamais de la vie le modèle marketplace il fonctionne. Tu es obligé sur une marketplace de produits d'être sur toutes les catégories, bien sûr. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bah là, c'est pareil. Tu es obligé d'être global dans ta stratégie, sinon ton offre de service, ça ne prend pas. Comment tu as réussi à faire que ça s'amorce et que réellement ça décolle? Il y a eu un moment où réellement c'est parti? Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est quand même que tu as un minimum, donc nous, ce qu'on appelle en interne la supply, donc le réseau de prestataires, pour pouvoir répondre justement à la future demande. Mais tu ne peux pas l'avoir trop en amont non plus. C'est-à-dire que si tu te dis, je vais recruter 10 000 prestataires day one, tu leur apportes rien. Et que tu leur apportes rien, les artisans, ils t'attendent pas pour bosser, quoi. Donc déjà qu'ils ont une grosse activité. Si en fait tu leur donnes pas du business tout de suite, ils t'oublient et ils passent à autre chose. Donc fallait toujours en fait recruter assez proche en fait du moment du lancement de projet, parce qu'il fallait que la pompe elle soit amorcée tout de suite. Et donc on n'a pas eu les résultats de manière immédiate chez nos clients parce que tu as un sujet quand même d'évangélisation, d'acculturation des équipes sur la vente de services, etc. Et puis aussi parce que notre solution, elle était encore assez sommaire. Donc au fur et à mesure, on l'a améliorée, c'est-à-dire on a intégré notamment le crédit d'impôt en avance immédiate de 50%. En fait, tous les standards du marché en termes d'avantages, parce que sur les services, tu as énormément d'avantages fiscaux et d'aides d'État. Et évidemment que les acteurs du service historique appliquent dans leur business. Et donc nous, en allant accompagner des retailers, il fallait leur donner accès justement donner accès à leurs clients à ces avantages fiscaux et ces aides d'État. Et donc, on a intégré le crédit d'impôt de 50% en avance immédiate. Donc, ça veut dire que sur une grosse partie des services qu'on propose, tu ne payes que 50% du service. Donc, historiquement, le crédit d'impôt, c'était ce qu'on appelle en standard. Donc, c'est-à-dire que tu payais 100% du service. Et en fin d'année, tu récupérais 50% de ce que tu avais avancé. Maintenant, tu peux directement payer que 50% du service. Mais pour ça, il faut être plugué à l'URSSAF. Il faut pouvoir créer le compte d'avance immédiate pour le client et lui transmettre l'attestation fiscale aussi pour qu'il puisse quand même le déclarer en fin d'année. Donc on a intégré ça dans nos outils. Il y avait aussi le sujet autour de la rénovation énergétique. Donc comment tu gères aujourd'hui MaPrimeRénov', les C2E qui peuvent être des montants importants en termes de rénovation énergétique. Ces aides-là peuvent atteindre 50 000 €. Donc c'est quand même significatif. Et comment tu fais pour les déduire d'un devis client et comment tu fais pour avancer la trésorerie à ton magasin qui, lui, potentiellement, s'il avançait les aides pour le client, va devoir attendre 6 à 18 mois que l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, lui décaisse les aides. Donc, on a trouvé un partenaire pour pouvoir le faire. Et on a intégré ça en API pour toute la gestion du dossier, la collecte des documents, la vérification des dossiers, pour faire en sorte que ça soit hyper simple pour les équipes en magasin. Donc, ce qui leur a permis de se positionner sur la rénovation énergétique. Donc, en fait, tous ces éléments, on les a intégrés dans notre solution, ce qui est évidemment à participer à accélérer le ramp-up d'activité parce qu'on a rendu les services beaucoup plus accessibles. Est-ce que la maturité des marques était faite quand toi t'es arrivé? Est-ce que tu as créé ton marché? Alors c'est une bonne question. Le Covid, tout à l'heure j'en parlais, ça a été évidemment un coup de massue pour nous au moment du confinement. Mais par contre, au moment du déconfinement, pour nous, ça a été un accélérateur business énorme. Parce que déjà, les enseignes du secteur du bricolage et du jardin étaient en pleine croissance. C'était des croissances insolentes à 2 chiffres, parce que tout le monde avait investi dans son habitat, dans sa maison, souhaitait jardiner, etc., se sentir bien chez soi. Le secteur de l'immobilier aussi était hyper actif. Il y avait beaucoup de gens qui partaient des villes pour aller... mais il y en a qui reviennent maintenant. Mais qui globalement avaient fait le switch pour passer à la campagne et être dans des maisons, etc., et donc faire des travaux. Et évidemment, c'était un contexte hyper favorable, parce qu'il y avait une demande des clients auxquels les enseignes ne savaient pas répondre. Et donc, nous, on arrivait avec une réponse clé en main pour les enseignes, pour qu'elles puissent... Parce qu'il faut se dire que si aujourd'hui les retailers souhaitent proposer du service, il faut qu'elles constituent la plateforme technologique, il faut qu'elles constituent leur réseau de prestataires, il faut qu'elles définissent
tout leur catalogue de services, le prix, les cahiers des charges pour les prestataires, les conditions d'éligibilité client, enfin tout le travail qu'on fait au quotidien chez Delt. Et nous, on est focalisé à 100% là-dessus. Il y a 25 personnes qui bossent tous les jours à développer cette solution. Donc forcément que pour un retailer, la mise de départ, elle est super importante pour pouvoir lancer un service au niveau national, omnicanal, sur une pluralité de services qui est importante et qui va couvrir l'ensemble du catalogue produit. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on leur a pitché notre idée, et en plus, l'avantage qu'on a, c'est que les enseignes, les retailers, ils sont habitués à ce qu'on leur pitche du retail média, des solutions de CMS, de sujets autour de la logistique, de la supply chain, etc. Mais sur les services à domicile, en fait, à part la livraison, il n'y avait aucun acteur qui leur proposait quoi que ce soit. Et donc, aussi, c'était une proposition de valeur fraîche, nouvelle pour les retailers, et donc pas habitués à avoir ce type de proposition, et donc hyper curieux. Et quand on leur présentait la manière dont on voyait les choses, et l'expertise aussi qu'on avait acquérie en tant que marketplace de service avec mon super voisin, ça les a séduits en fait. Ils se sont dit, c'est vrai que nous, il y a une demande client, on ne sait pas y répondre. Et c'est certain que si en fait on sait y répondre, on va le proposer, donc en fait on aura encore plus de demandes. Et que ça nous ouvre des potentiels marchés, des revenus additionnels, hyper intéressants, notamment sur du recurring. On voit Fnac Darty qui a lancé Darty Max. Et c'est un carton incroyable Darty Max. En l'espace de 3 ans, donc Darty Max, c'est un abonnement dédié à la réparation en illimité des équipements de la maison. Donc l'électroménager en tête de proue, mais il y a aussi le multimédia, l'IFI, la photo, etc. Et en fait, le principe, c'est dès qu'un appareil tombe en panne, toi, tu payes un abonnement mensuel qui est entre 15 et 30 euros par mois en fonction du nombre de produits que tu souhaites faire couvrir par la garantie. Et au moindre problème, il y a un technicien qui vient, qui répare ton appareil, qui change la pièce. Tout est pris en charge dans le cadre de ton abonnement. Et si l'appareil n'est pas réparable, Fnac Darty te rembourse le produit à valeur d'achat en bon d'achat, si tu l'as acheté chez Fnac Darty. Si tu ne l'as pas acheté chez Fnac Darty, ils vont te le réparer, mais s'il n'est pas réparable, là, pour le coup, ils ne te font pas de bon d'achat. Donc, mais ce qui est plutôt logique. Donc, et là, revenu récurrent pour le retailer, hyper intéressant. Et en l'espace de 3 ans, ça atteint 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés qui payent en moyenne 20 euros par mois. On est en gros entre 250 et 300 millions d'ARR. Truc de dingue. Et Fnac Darty, typiquement, c'est un groupe qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc en pourcentage de CA, c'est 4-5%. On ne peut pas se dire c'est énorme. Mais en marge contributive, c'est 25%. Jackpot. Et donc là, c'est jackpot en fait. Et donc là, tu as ta martingale. Et là, tu te dis énorme. En fait, c'est ça qu'il faut développer, les services, c'est l'avenir. Et donc, Fnac Darty a lancé un grand plan stratégique en 2022, ou 2021, j'ai un doute, qui s'appelle Everyday. C'est Everyday au service de nos clients. Et donc, ils ont mis la durabilité et les services au cœur du modèle de Fnac Darty. Et ils sont focalisés à fond là-dessus. Devenir le premier réparateur de France et offrir les meilleurs services d'accompagnement pour leurs clients. Et évidemment, c'est aussi une super tête de proue pour nous de dire mais regardez ce que fait Fnac Darty, ça fonctionne super bien. Vous aussi, vous pouvez vous positionner tel que Fnac Darty sur vos secteurs d'activité. Botanique, Jardiland, Truffaut, etc. Ils l'ont fait eux-mêmes, Fnac ? Ils l'ont fait eux-mêmes, ouais. Alors, au début, ils l'ont fait eux-mêmes. Après, ils se sont backés avec un assureur avec lequel ils bossent. Mais c'est sur chaque intervention, sur leurs techniciens qui interviennent. Mais ils ont fait financer ça par un assureur. Et nous, on est en train de travailler justement avec des partenaires pour proposer ce type d'assurance à nos clients, pour qu'ils puissent proposer ce qu'on appelle de la garantie foyer, typiquement ce qu'est Darty Max, et Boulanger l'a lancé aussi avec Boulanger Infinity. Et donc pour justement proposer ça sur aller au-delà des secteurs de produits, enfin des typologies de produits que couvre Darty Max, mais aller sur tout type de produits. Tu fais combien de chiffre d'affaires là maintenant ? Alors cette année, on va être à 1,8 million environ. Combien de people ? On est 25. Toi, en tant que fondateur, CEO, enfin, où est-ce que tu veux l'amener et où est-ce que tu penses qu'une solution comme celle-ci peut aller ? Aujourd'hui, nous, notre conviction, c'est que l'avenir du retail, on en parle à l'instant, mais va être serviciel et circulaire. En gros, tu peux plus te limiter qu'à la vente de produits, tu es obligé d'aller au-delà. Et nous, on veut être l'acteur référent sur le marché qui va t'accompagner sur toute ta démarche servicielle et circulaire. Donc on parle des services à domicile depuis, avec notamment au travers de Delt, qui fait ce qu'on appelle du home services, mais il y a tout un pan sur le serviciel qui aussi est intéressant. Il y a la partie seconde vie, donc comment tu rachètes les produits de tes clients
pour potentiellement les déduire de l'achat d'un nouveau et aussi nourrir tes offres de seconde main. Donc finalement récupérer, donc racheter les produits de tes clients pour les reconditionner et potentiellement les mettre aussi dans tes rayons de reconditionner ou de seconde main. Donc ça, c'est comment on peut accompagner nos clients sur ces sujets-là. Comment on peut les accompagner sur aussi les sujets autour de la location courte, moyenne, longue durée. Et la longue durée, il faut du financement parce que c'est du leasing, donc accompagner tes clients là-dessus. Et aussi sur la partie assurance. On en parlait sur de l'assurance casse, vol, panne, mais aussi sur la partie garantie foyer, où tu vas assurer plusieurs typologies de produits au sein d'un même foyer pour justement allonger la durée de vie des produits. Et tout ça dans une démarche servicielle circulaire pour, in fine, proposer une expérience qu'on aime bien appeler un peu l'expérience client rêvée chez Delt. C'est l'expérience rêvée, c'est quoi? C'est, en fait, quand tu as besoin d'acheter un nouveau produit, je vais prendre par exemple un Mac. Le Mac, tu peux l'acheter ou le louer. Si tu l'achètes, tu peux l'acheter d'occasion, neuf, d'occasion reconditionné. Ou alors tu peux le louer en courte, moyenne, longue durée en fonction du besoin que tu vas en avoir. Derrière, ce qu'on va te proposer, c'est potentiellement, tu as déjà un ordinateur. Donc, c'est de revendre ton ordinateur pour le déduire de l'achat du nouveau. Ça va être de te proposer derrière le service de configuration, de mise en service, de transfert de données de ton ancien ordinateur à ton nouvel ordinateur avant de le céder pour la revente. Et puis derrière, ça va être de l'assurer. De l'assurer pour être certain que il dure le plus longtemps dans le temps et que si tu as le moindre problème sur ton Mac, qu'il soit réparé et tout de suite remis en fonction. Et donc, l'idée, c'est que les retailers puissent justement proposer cette expérience complète à leurs clients. C'est-à-dire, j'achète ou je loue, j'achète reconditionné ou d'occasion, je le fais configurer, je le fais installer, je le fais réparer s'il est cassé, etc. Et surtout, je peux revendre aussi mon ancien produit si nécessaire. Parce que c'est galère d'aller sur le bon coin et de se dire potentiellement je vais vendre mon ordi parce que j'ai besoin du cash pour acheter le nouveau, j'ai pas d'ordi potentiellement pendant 2-3 jours. Voilà, donc avoir une expérience qui soit hyper fluide, hyper intégrée au sein des retailers. Et nous, on veut les accompagner sur toute cette démarche parce qu'on pense que le retail du demain, il se passe ici. Il se passe sur tout le post-achat finalement, qui va permettre de rendre l'expérience du client hyper fluide et confortable, tout en ayant finalement une performance qui soit durable pour le retailer. Parce qu'on est sur des services qui apportent évidemment une expérience client différenciante et complète, mais qui en même temps fait beaucoup de sens parce que on va venir réparer les produits, on va venir nourrir les offres de seconde vie, on va apporter beaucoup de valeur en fait à toutes les parties. Tu mesures aujourd'hui l'impact que tu as eu pour tes clients en termes de revenus additionnels, en termes de baisse de leur émission, du fait de plus de réparations. Enfin, c'est quelque chose sur lequel tu travailles déjà? Il faut, justement, ça a été un des objectifs de la levée aussi. D'ailleurs, avec nos investisseurs, ils ont aussi investi dans Delt pour l'impact social, environnemental qu'on a. Et donc, il faut justement qu'on traque beaucoup plus ces métriques sur les tonnes de CO2 évitées, les tonnes de déchets évités. Parce qu'aujourd'hui, on répare typiquement vraiment des milliers d'appareils chaque mois, notamment pour boulangers et d'autres acteurs. Et c'est hyper significatif. Donc, ça représente environ 500 tonnes de CO2 évitées, 250 tonnes de déchets évités environ. Mais voilà, il faut qu'on rentre plus dans le détail des métriques. Il faut qu'on apporte aussi ces métriques-là par client. Il faut qu'on sache aussi dire, chacun de nos clients, quel est l'impact positif qu'ils ont pu générer au travers de l'offre de service qu'on a pu mettre en place à leur côté. En termes de revenus, ça évidemment, c'est par contre une métrique qu'on traque. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de millions d'euros de revenus qui sont générés par nos clients. Grâce à cette offre-là, ouais. Et on veut encore accélérer parce qu'on veut créer de la récurrence dans les services. On est en train de lancer une plateforme qui permet de faire de l'offre sous abonnement. Donc, typiquement pour les acteurs du jardin, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite encore développer avec nos clients sur les services pour leur permettre de dégager encore davantage de valeur et surtout les accompagner parce qu'il y a quand même, notamment sur le e-commerce, c'est plus simple parce que le e-commerce, tu plugues le service, tu mets les bonnes campagnes marketing CRM en place et ça tourne. Mais sur les magasins, il y a un vrai sujet d'évangélisation et que les directions de magasins et les équipes en magasin s'approprient le sujet, l'offre et sachent bien la valoriser auprès de leurs clients. Et ça, il y a un travail à faire, mais les retailers en sont conscients parce qu'ils connaissent évidemment l'ADN de leurs enseignes. Et ils savent que c'est des services qui mettent du temps. Darty, ils y arrivent très bien parce que ça fait partie de leur ADN avec le contrat de confiance. Depuis le démarrage, ils font du service, ça fait des décennies. Mais pour les nouveaux acteurs qui se mettent sur ce nouveau marché, ils savent qu'il y a un temps de ramp-up qui est inévitable
mais que nous, on accélère au travers de l'expertise qu'on leur apporte. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, voilà, à 1 an de ta levée? Il y avait du stress sur les phases compliquées, et il y en a toujours un peu. Et je pense que d'ailleurs, si tu n'as pas de stress, c'est que tu es moins... c'est que tu te rends pas compte de l'enjeu. Enfin, moi, je me rends compte quand même dans toi, il y a des investisseurs qui sont montés à bord, qui nous font confiance. Vous n'êtes pas des philanthropes, hein, même si, évidemment... vous aimez beaucoup le business et ça a un impact évidemment. Et à un moment, je me rends compte de ça. Et puis on a des collaborateurs, on a des salariés, c'est leur emploi. À un moment, tu fais pas n'importe quoi. Tu as une responsabilité qui fait que, forcément, tu as toujours un peu de stress, un peu de pression, mais c'est une pression qui est positive et qui te drive à aller vers le meilleur. Moi, ça m'a jamais, en tout cas, bloqué. Où je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire, etc. Non, jamais. Toujours dit, il y aura des solutions, on va trouver les solutions, etc. Mais en même temps, en gardant la tête froide et en faisant pas n'importe quoi. Donc ça, c'est... et aujourd'hui, par contre, c'est vrai que j'ai plus cette pression financière personnelle. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un achievement où je me dis, bon, c'est cool, on s'est mis dans les meilleures conditions aujourd'hui pour être 100% focalisé sur notre boîte et en même temps avoir un équilibre vie pro, vie perso, même si évidemment, l'équilibre... Moi, j'estime que tu as une vie au global. Tu vois, tu n'as pas ta vie pro, ta vie perso, tu as une vie. Tout à fait d'accord. Et le travail en fait partie à part entière. Comment tu as développé toutes ces compétences? À la fois la compréhension du marché, la façon de gérer une boîte, tu t'es entouré, tu t'es formé, Plein de choses. Les rencontres, effectivement. Moi, j'avais la chance avec déjà Jérémy Pouillet, qui était le DG de ProEpse, qui est un de mes mentors aujourd'hui, qui est au board de Delt depuis le début. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans le démarrage. Et puis après, tous nos autres investisseurs ont été hyper précieux pour nous, dont certains qui ont passé du temps. Je pense à Ilan, qui est le cofondateur de Vente Privée, Ilan Benaïm. Je pense à Nizar, qui est chez La Poste, qui a été top avec nous. Et qui nous ont fait, franchement, qui nous ont vachement challengé, sorti de nos zones de confort à certains moments. Et ça, c'était hyper précieux dans notre apprentissage. Notre curiosité aussi. Hein. Honnêtement, moi, je suis une éponge. Hein, donc, tout ce que j'ai pas mis en fait à l'époque dans le milieu scolaire, aujourd'hui, je suis une éponge. Je suis hyper passionné par ce que je fais. Et je pense que ça aide beaucoup aussi. Comme j'étais dans le sport. Et donc, voilà, je mets beaucoup d'intensité. Je lis énormément, je rencontre du monde. Et donc, ce qui fait que sur mon business, les plateformes, le e-commerce, le retail, j'ai énormément appris. Et aujourd'hui, et c'est important aussi pour nos clients, je me considère quand même assez expert du sujet. Et c'est marrant parce que l'autre fois, je rencontrais un fondateur et il me disait, mais j'ai le sentiment d'avoir en face de moi quelqu'un qui a bossé 20 ans dans le retail, toute sa vie dans le retail, et qui connaît ça par cœur. Et oui, parce qu'en fait, aussi, je parle énormément aux clients. Moi, je suis un CEO, je suis constamment avec mes clients au téléphone, tous. Que je les ai signés moi-même ou pas d'ailleurs. Je veux les rencontrer tous, je veux comprendre pourquoi ils travaillent avec nous, comment ils auraient fait s'ils n'avaient pas travaillé avec nous. Est-ce qu'ils ont hésité à travailler avec d'autres, même quand on perd les deals aussi, je veux savoir pourquoi on a perdu les deals. Donc j'appelle les prospects, je leur dis mais pourquoi on ne travaille pas ensemble. Et c'est hyper précieux. Et ça, c'est un apprentissage énorme aussi pour se remettre en question et être encore meilleur la prochaine fois. Le contact des clients. Ouais. Exactement, contact client, c'est je pense le truc le plus précieux qu'on ait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que et peut-être pour ça aussi que ça marche mieux, je m'épanouis beaucoup plus dans Delt que dans mon super voisin. Parce que moi, j'ai clairement un aspect sales très fort. Et le B2B, moi, c'est un univers dans lequel je m'éclate beaucoup plus en fait que le B2C ou le C2C. Et donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et moi, je m'éclate à justement aller au contact des clients. En B2C, c'est différent parce que le client, c'est vraiment un customer pur. Et donc, on avait 500 000 utilisateurs, j'avais pas appelé 500 000 utilisateurs. T'as moins de contact direct. T'as moins de contact direct. Voilà, et des personas très différents, etc. Là pour le coup, je passe énormément de temps avec nos clients. Tu as migré finalement vraiment du lancement, du rôle de fondateur. Maintenant, tu as des clients, tu as du business, tu as des investisseurs, tu as des équipes. Enfin, ça s'est fait naturellement, smooth, ou tu as vraiment senti la différence entre vraiment l'early stage et puis maintenant une levée de 6 millions et puis une boîte qui est établie, qu'il faut faire croître, mais
Le management est différent. Ouais, le management est différent. Les people que tu as aussi dans ta boîte sont différents. Tu n'as pas les mêmes people au tout démarrage. On avait beaucoup de profils juniors. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des profils qui sont expérimentés, qui connaissent le milieu, qui ont bossé soit en scale-up, soit chez des retailers, qui connaissent vraiment nos problématiques et qui nous apportent aussi beaucoup. Parce que aujourd'hui, je recrute des profils qui sont meilleurs que moi sur les sujets pour lesquels on les recrute. Donc très clairement, et ça c'est génial parce que j'aime bosser avec ces personnes-là. Elles m'inspirent, elles m'apprennent beaucoup. Et donc c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. Donc le management est clairement différent que quand tu accompagnes des juniors à les faire monter en compétences sur pas mal de sujets. Et j'essaye aussi de faire monter en compétence sur d'autres sujets, les collaborateurs avec lesquels on bosse, mais aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même relation. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et stimulant de travailler avec des profils plus expérimentés. Et après, oui, chaque phase de l'entreprise sont un peu différentes. Là, suite à la levée, donc plus récent, on a fait l'erreur classique, on a recruté un peu trop de monde, on a voulu mettre un middle management parce qu'on était monté là à 32-33. Et au final, ce middle management, il n'était pas adapté encore. La boîte n'était pas assez mature. Lucas et moi, donc Lucas qui est mon associé, qui est COO de la boîte, en fait, on a voulu se focaliser sur d'autres sujets et laisser le run, donc la partie ops et sales à d'autres personnes. Et c'était encore trop tôt. Et c'était trop tôt. Et c'est pas parce que les personnes qu'on a recrutées n'étaient pas compétentes, loin de là, c'était des personnes très compétentes, c'est pas du tout le sujet, mais à un moment, on porte l'ADN encore de la boîte, on doit être encore très hands-on sur les sujets, et c'était pas le bon moment de le faire. Mais du coup, on a su réagir par contre très vite, parce qu'il y a un truc que nous a appris le chemin par lequel on est passé, c'est la valeur de l'argent. 1 euro est 1 euro, et donc on fait très attention à notre Noé, à notre trésor. Et même si c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, parce que moi j'avais passé énormément de temps à recruter ces gens. Pour moi, c'est une de mes fonctions numéro 1, c'est de constituer la bonne équipe. Parce que pour moi, 80% du job, c'est d'avoir la bonne équipe. Si tu as la bonne équipe aux bons endroits et avec la bonne roadmap et les bons objets, les bons OKR, pour moi, derrière, ça déroule, quoi. Et donc si à un moment, l'organisation et les people que tu recrutes sont pas les bonnes ou sont pas mis aux bons endroits avec le bon focus, en fait, tu perds un temps et une énergie et de l'argent de manière astronomique. Donc voilà, donc ça c'est, tu vois, typiquement ce qu'on a appris là les derniers mois avec mes associés, c'est qu'il fallait encore rester très très focus sur le business. Et d'ailleurs, on l'a vu dès qu'on a repris les commandes sur ces sujets-là, boum, tout a accéléré, quoi. C'était instantané. C'est clair sur les prochaines étapes du développement. Ouais, c'est assez clair. Là, déjà, nous, on est dans un changement de modèle. C'est-à-dire que nous, on avait un modèle qui était très opérationnel avec Delt historiquement. C'est-à-dire qu'on faisait tout pour nos clients. On faisait la partie... on opérait les services de nos clients. C'est-à-dire qu'on s'assurait de la bonne réalisation des services de nos clients avec un customer care en interne qui gérait aussi les potentiels sinistres, litiges ou autres. Et en fait, Et aussi, on était au cœur du schéma de responsabilité de nos clients, c'est-à-dire que les enseignes en fait, nous sous-traitaient directement les prestations. Et donc, Delt était responsable de la bonne réalisation de ces prestations. Et donc c'est toi qui portais le risque. C'est nous qui portons le risque. Et donc, en fait, si on veut scale de manière importante avec Delt, on ne peut pas se permettre en fait, d'être au cœur du schéma de responsabilité pour des enseignes qui font 100 fois notre taille à date et qui, globalement, développent leur offre de service, à eux de porter le risque à un certain moment. Et surtout, on estime que c'est pas à nous de gérer le SAV client parce que ça a beaucoup plus de valeur que ce soit eux qui le gèrent et qui gèrent un SAV unifié produit-service avec un interlocuteur unique qui apporte une expérience beaucoup plus personnalisée et sur mesure que si Delt gérait la partie service et Retailer la partie produit. En fait, nous, on ne connaît pas le client alors qu'eux les connaissent très bien. Donc on a voulu remettre en fait, le choix de la sélection des prestataires et la contractualisation avec les prestataires du côté de nos clients. Donc maintenant, on a Delt Connect en fait, qui permet à nos clients de pouvoir directement sélectionner dans notre base, dans notre réseau de prestataires, les prestataires avec lesquels elles souhaitent travailler et pouvoir contractualiser en one-click avec eux et récupérer tous leurs documents pour le schéma de sous-traitance. Et aussi de récupérer du coup toute la partie SAV et de pouvoir l'opérer au travers de nos solutions. Donc ça, c'est un gros shift parce que ça nous fait passer une boîte très ops à une boîte beaucoup plus tech et donc beaucoup plus scalable. Et donc ça a un impact très fort. C'est-à-dire que là,
aujourd'hui dans notre croissance, à chaque fois qu'on faisait plus de volume de prestations, on devait recruter davantage de customer care pour gérer la croissance. Là maintenant, on va pouvoir investir davantage sur la tech plutôt que le customer care, donc ça change la phase de notre business. Donc on est en pleine transition, on est en train d'embarquer nos clients historiques sur ce modèle, tous nos nouveaux clients on les signe sur ce nouveau modèle, ça plaît énormément, donc on est très content de ça, et là c'est notre focus numéro 1. Et en focus numéro 2, on a la volonté de consolider le marché, et donc d'unir nos forces avec certains acteurs du marché. Justement, j'en parlais sur les sujets autour de la seconde vie, de la location, de l'assurance. Et donc, on est en train de réfléchir, est-ce que ça sera par le biais de partnership, est-ce que ça sera par le biais de build-up, est-ce que ça sera des pures acquisitions, est-ce que ça sera des fusions-absorptions. Voilà, il y a plein d'opportunités, plein de choses qui sont sur la table. Et en tout cas, il y a des pistes qui sont ouvertes et sur lesquelles on travaille actuellement et qui nous permettraient justement de pouvoir offrir une solution, en tout cas c'est notre objectif, d'offrir une solution all-in-one à nos clients pour les accompagner sur toute leur démarche servicielle et circulaire. Et une fois qu'on aurait réussi cette étape-là, potentiellement aller faire soit une série B, soit un autre type de financement pour cette fois aller chercher l'Europe, parce qu'in fine, on a quand même l'ambition d'être un acteur européen. Il y a plein déjà de nos clients français qui nous demandent si on peut les accompagner en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie, au UK. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Et c'est hyper frustrant parce qu'on sait que si on arrive dans ces pays-là, on a tout de suite de l'ARR prévisionnel, tout de suite de la GMV prévisionnel. On sait qu'on arrive tout de suite avec du volume et des contrats. Sauf que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir l'adresser. Donc nous, on a un vrai intérêt à le faire. C'est qu'on sait que tout de suite, on arrive avec des clients. Et donc, quand tu arrives avec des clients, tu as des rêves. Quand tu as des rêves, tu peux aller en chercher des locaux. Et donc, la pompe est lancée, quoi. Est-ce que tu as besoin de trouver de l'inspiration quelque part ? Moi, je prends souvent le temps des vacances pour justement prendre du recul sur ma boîte et ce qu'on est en train de faire. Donc, j'aime bien partir au ski, typiquement, parce que le ski, c'est le moment où tu peux pas être sur ton téléphone déjà quand tu skis. Alors, t'es un grand malade, mais tu peux pas. Tu peux difficilement penser à autre chose. Et tu peux difficilement penser à autre chose, parce que tu prends la bouffée d'air frais, t'es à la montagne. Enfin, moi, j'adore skier, c'est un kiff. Et ouais, t'as les moves, t'as machin, t'es pas sur ton téléphone. Et puis t'es un peu seul, quoi. Donc c'est vrai que c'est des moments où en fait ça me fait déconnecter et ça me permet de repenser un peu à certaines choses de notre business. Là, cet été, c'est la première fois que je prenais 2 semaines de vacances depuis 8 ans d'affilée. Et ça m'a fait énormément de bien et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. J'ai été un peu bête là-dessus parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, déjà, je suis revenu, j'avais une énergie de dingue que j'avais pas eue depuis longtemps. Et j'avais une clairvoyance sur ce qu'on devait faire. C'était limpide, quoi. Donc c'est vrai aussi, et le sport aide aussi à ça au quotidien. Mais c'est vrai que c'est des périodes, en tout cas, qui me permettent vraiment de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Et après, sur les personnes qui m'inspirent, moi, je m'inspire de plein de types de personnages, en réalité. Des sportifs, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens que je rencontre qui ne sont pas forcément du business, des artistes ou autres. Bon, on a le pitch et tu le vends très bien dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi, Arnaud, pour l'invitation. D'avoir été avec moi. Bravo pour ton parcours, super inspirant. Je te souhaite le meilleur pour Delt. Et pour vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce parcours et cette histoire d'entrepreneur. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Michael. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.